Apprends comme si tu devais vivre toujours. C'est le mantra et l'objectif de ce podcast. À la découverte de profils inspirants au travers d'entretiens décomplexés. Mon ambition est de créer pour vous et pour moi l'opportunité d'apprendre et de comprendre. Et pourquoi pas de vous donner l'envie d'entreprendre. La curiosité et l'ouverture d'esprit sont les maîtres mots. Mon nom est Pierre Barrault. Et c'est un plaisir que de faire ce chemin avec vous. Ce podcast est sponsorisé par l'ISC Paris, École de commerce et de management. Il est réalisé avec les moyens techniques du studio de podcast du campus Orléans de l'ISC, dont je suis le directeur général. Avec son slogan Be Our Change, l'ISC invite tous ses étudiants à devenir le changement qu'ils veulent voir dans le monde. Une pédagogie d'apprentissage par l'expérience, un modèle unique et original. L'ISC Paris, membre de la Conférence des grandes écoles, propose des programmes Bachelor, programmes Master Grande École, Master of Science, MBA, DBA et toute une offre d'Executive Education. Ces deux campus, parisiens et orléanais, sont résolument tournés vers l'international, avec plus de 150 universités partenaires à l'étranger. L'ISC Paris peut également se prévaloir des plus grandes accréditations internationales, mais aussi d'un réseau de plus de 19 000 diplômés présents dans plus de 80 pays. Si comme moi vous êtes persuadé que tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais, l'ISC Paris vous donnera l'opportunité de devenir celui que vous êtes. Je vous invite à ma conversation avec Mehdi Cornillet. Mehdi a 25 ans. Il est diplômé d'HEC Paris. Il a monté pendant sa prépa et puis après en école un groupe média, 2Empower, qui fait aujourd'hui quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et est devenu un incontournable dans l'enseignement supérieur et plus particulièrement pour les grandes écoles. Il nous raconte son chemin de Trappes à Jouy-en-Josas, qui l'amène aujourd'hui à Aix-en-Provence. J'en profite aussi pour l'interroger sur les EdTech, une passion qui nous réunit. Un épisode riche et inspirant. Il était une fois Mehdi Cornillet. Salut Mehdi. Salut Pierre. Écoute Mehdi, ça me fait un plaisir sincère que de te recevoir sur la colle. Pour ceux qui ne te connaissent pas du tout, moi je dirais juste un truc. Voilà, Mehdi, c'est un gars brillant, bosseur, entrepreneur, qui s'était donné un pari fou en rentrant à l'école de passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires avant d'être diplômé. Et le pire, c'est qu'il y est arrivé. Alors, Mehdi, est-ce que, en quelques mots, déjà, tu veux bien te présenter ? Ouais, je m'appelle Mehdi, j'ai 25 ans. J'ai créé un groupe Média et Tech, actif dans l'éducation et la finance. J'ai créé avec quelques potes au tout début en 2014 un site qui s'appelle Major Prépa. À l'époque où justement passer la colle, c'était un exercice redoutable, pas comme aujourd'hui où c'est un truc plutôt plaisant. Donc j'ai créé ça en 2014 avec des amis de prépa. Puis ça a pris de l'ampleur au fur et à mesure des années jusqu'à devenir une vraie société qui aujourd'hui compte effectivement Major Prépa qui est notre site phare, mais aussi Business School, un magazine papier, le Major, une fintech, Bernie, et donc voilà, on s'amuse au quotidien. Mais tu vois, on va avoir plein de choses à se raconter. Déjà, alors Major Prépa, pourquoi ? Parce que tu es passé par une prépa, on peut le dire, tu as étudié à HEC, tu as réussi à intégrer HEC, ce qui est quand même pas une masse à faire. Donc quand je disais que tu es brillant, voilà, au-delà d'être un bosseur, parce qu'en prépa, et pour intégrer HEC, il faut être un bosseur, mais t'as des trucs entre les deux oreilles, on va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes années
tes années prépa qui ont finalement été fondatrices derrière de Major Prépa? Ouais, en fait, en prépa, c'était assez rigolo. J'étais dans une prépa pas très cotée, qui était le lycée La Bruyère à Versailles. On était entre Ginette, Grandchamp, Hoche, des noms qui, pour ceux qui sont fans de prépa ou qui sont passés par là, veulent dire beaucoup. Ouais, Et c'est donc nous, on plutôt était dans un le peu top les 10, petits ouais. poussés, exactement. Nous, on était les petits poussés de Versailles, où la seule chose où on pouvait se distinguer des autres, c'était lors des matchs de foot où on avait l'habitude de les exploser. Mais sinon, effectivement, on n'était pas très bons, et on avait des intégrations d'école qui allait plutôt entre aller EM Lyon et INSEC. Donc c'était une prépa qui était quand même très hétérogène. Ouais. Et la prépa, pour le coup, c'était une période assez particulière parce qu'effectivement, c'était la première fois que j'étais dans un environnement où on poussait au travail, ce qui n'était pas forcément le cas chez moi au collège, au lycée, etc. Et Parce que tu venais d'où? Tu ouais. venais de Versailles ou d'un autre En coin? fait, non, moi je suis né à Trappes, de parents qui m'ont... Enfin, mon père a raté son CAP, ma mère ne lit pas le français, donc forcément c'est un Ok. background où on n'est pas vraiment porté sur les études, Ouais. où à la maison on n'a jamais acheté de bouquins, etc. Mais la prépa c'était une vraie découverte parce que j'avais l'impression qu'on mettait tout le monde à égalité. Et qu'avec de la méthode on pouvait s'en sortir, et c'est vraiment ça, c'est à dire qu'au début de la prépa je galérais comme tout le monde en maths, je galérais en culture générale. Mon seul point fort c'était la géopolitique, et encore j'ai choisi prépa commerciale que parce que quand j'avais hésité à la fin entre prépa économique et prépa scientifique, j'avais vu qu'il y avait plus de place dans les parisiennes que dans les toutes meilleures écoles d'ingénieurs. Donc c'était purement un calcul un calcul de probabilité. T'avais déjà comme objectif le top 3. Ouais, bah en fait, quand j'étais au lycée, déjà les profs recommandaient pas forcément de faire la prépa. Ensuite, j'ai un peu découvert, enfin je lisais beaucoup sur le business depuis que j'étais petit, mais j'avais découvert ces voies-là plutôt en terminale. Et c'est vrai que j'avais fait vraiment ce calcul-là de me dire que quitte à faire une prépa, autant viser le très haut du tableau, parce que je fais pas une compétition si c'est pour finir une Ouais, je compétition, comprends. moi je n'aime pas venir que pour participer, quoi. Euh, et du coup je m'étais dit bon, quitte à s'engager dans un truc où il faut beaucoup taffer, autant viser les toutes meilleures, et quitte à viser les toutes meilleures, autant aller dans la filière où c'est plus simple d'avoir les toutes meilleures, donc prépa Ouais. commerciale. Et j'ai fait un calcul aussi très bête qui était que au lycée, alors c'est peut-être erroné, hein, mais bon, c'était mon calcul à 17 ans, qu'au lycée les meilleurs allaient en S et les un peu moins bons en ES, et que Ouais. du coup en prépa ce serait la même chose, alors qu'en fait c'est des compétences très différentes qui sont travaillées de part et d'autre, mais que du coup en prépa économique et commerciale ce serait plus simple de faire partie des tout meilleurs qu'en prépa scientifique, parce que j'étais pas au top niveau en Ouais, maths, en physique, et surtout c'était qu'en prépa calculé, économique et quoi. commerciale. Complètement. T'y es pas allé la fleur au fusil, c'était calculé. Ok. Exactement. Et surtout que effectivement en termes de ratio de sélectivité, c'est quand même plus simple de rentrer à HEC, à l'ESSEC ou à l'ESCP que à l'IX, à Centrale ou au Mines. Donc pour le Oui, coup, enfin dans les je grandes comprends. centrales ou dans les grandes. Donc voilà, c'était mon calcul. Mais ouais, très bien. Et alors, c'est parce que je vais forcer ma fille à écouter ce podcast, ma fille qui est aujourd'hui en terminale, qui se pose la On va question laisser lui alors. prépa ou pas prépa. Ouais. C'est quoi toi ton conseil? Bah, en fait, la prépa, c'est quand même un moment irremplaçable où on se bouge, pour le dire de manière non cavalière. C'est vraiment un moment où on se bouge et il faut vraiment se sortir de sa zone de confort. Et c'est quelque chose qui sera utile toute sa vie. Et on le voit même en termes professionnels, la rigueur qu'a un prépa est quand même très appréciable à 25 ans. Alors effectivement, cette rigueur, elle peut s'acquérir par d'autres moyens, mais c'est quand même un gage de sérieux, un gage d'engagement, et une capacité à aller à fond qu'on ne peut pas retrouver dans d'autres filières, peut-être à l'exception de la médecine, ou de filières peut-être très sélectives avec des concours comme STAPS, etc. Mhm. Mais c'est vraiment un moment où il faut se sortir de sa zone de confort, et je pense que c'est quelque chose qui est utile toute sa vie. Et quand bien même, alors oui, effectivement, il y a les concours, ou peut-être d'autres voies d'accès sont plus simples, mais pour son existence et pour sa carrière professionnelle, je pense qu'avoir eu cette expérience-là à 18-20 ans, c'est quelque chose qui est irremplaçable. Et pour le coup, ça se traduit au niveau professionnel derrière. Donc moi, je lui conseillerais de faire prépa. Et si elle n'a pas ce qu'elle désire avoir, il y a toujours des voies parallèles par la suite, quoi. Alors, moi, c'est une question pas du tout politiquement correcte, Ouais. euh, mais un petit gars de Trappes Ouais. qui se retrouve face aux jeunes gens biberonnés du 5e arrondissement parisien,
qui ont été formatés toute leur vie pour aller dans les grandes écoles. Et donc, alors, comprends-moi bien, ça veut dire juste qu'ils ont baigné dans un environnement et dans un écosystème, et même dans de la culture, tu le disais, voilà, chez tes parents, les bouquins, c'était pas ce qu'il y avait de plus courant. Comment on fait pour rattraper ça, et, parce que c'est une logique de compétition, donc tu dois être aussi bon qu'eux, voire meilleur. Ouais, bah en fait c'est aussi l'art de choisir son combat. C'est-à-dire que effectivement quand on a grandi dans un environnement privilégié en termes de culture générale, etc., on est excellent. Mais à l'époque j'avais choisi d'être un peu assez stratège et j'avais regardé les coefficients des concours. Et dans les écoles parisiennes, ce qui comptait vraiment c'est les maths. Et les maths qu'on a grandi avec papa et maman qui emmènent au musée tous les week-ends ou autre, ça ne change strictement rien. Les maths, c'est l'acquisition d'une logique et j'adore toujours cette matière-là parce que c'est uniquement une mesure de sa capacité d'abstraction et de méthode de travail. Donc pour le coup, j'avais pris ce biais-là et après, tout ce que je mets d'ailleurs sur ma major prépa, c'est mes calculs que j'avais fait en prépa, à quelle note il faut avoir pour passer et quand on est matheux, etc. C'était des calculs et puis comme j'aimais bien la géopolitique et l'actualité du monde qui nous entoure, bien forcément, maths plus géopo, ça faisait un bon combo. Et in fine, voilà, pour ceux qui effectivement avaient un environnement culturel riche et privilégié, moi à l'inverse, j'étais geek parce que je fais des sites depuis que j'ai 10 ans, donc forcément internet et l'actualité c'est un truc que je regardais toujours, donc j'ai une petite avance en mathématiques aussi parce que j'ai un profil plutôt scientifique de base. Et à partir de là, quand on a la moitié des coefficients sur des points très forts, il suffit de limiter la case dans le reste et ça passe quoi. Donc voilà. Et il y avait pas du tout de enfin si, j'avais quand même une envie de faire mieux que les autres, mais bon, c'était pas ce qui me motivait, c'était vraiment l'idée d'aller de faire mon petit calcul et après de toute façon en prépa la concurrence n'est pas une concurrence locale, c'est-à-dire que mes concurrents c'était pas ceux qui étaient autour de moi, c'était mes potes, c'était ceux qui étaient à Ginette, à Hoche, etc. et c'est eux que je voulais exploser. C'est bien, ça peut être une vraie motivation. Mais ça veut dire, alors, que tu en es un exemple, mais surtout que tu crois à la vocation républicaine des classes prépa. Complètement. Il n'y a rien au monde qui est l'équivalent d'une classe préparatoire. Qui en est l'équivalent exact. En Chine, on l'a avant le passage de l'équivalent du baccalauréat, du Gaokao. C'est une espèce de concours national où effectivement tout le monde peut percer, mais c'est un marché où les parents sont prêts à sacrifier 20% de leurs revenus pour la réussite de leurs enfants. C'est pas forcément ce qui se passe en France. Mais en France, c'est juste incroyable d'avoir cette espèce de filière républicaine où l'État est prêt à consacrer, c'est quasiment l'équivalent du coût de l'université, mais dans un dispositif, dans un track à part, où tout est fait dans notre environnement pour donner le meilleur de nous-mêmes au niveau intellectuel. Parce qu'effectivement, la logique, c'est pas d'avoir le 10, la moyenne, c'est pas un examen, c'est un concours. Et donc, on a des profs qui sont prêts à faire des choses incroyables. Moi, je me souviens de la prof de géopolitique qui s'appelle Anne Battistoni, qui, lorsque j'ai appris que j'étais admissible à HEC, est venue à 7h du matin, en plein mois de juillet, fin juin, au lycée pour me préparer. Et ça, c'est des choses qui ne se trouvent pas par ailleurs. Je connais une tonne dans tous les prépas, il y a des profs qui sont ultra remarquables et qui opèrent des sacrifices juste dingues pour aider leurs étudiants. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, qui n'existe pas, et qui en plus est gratuit. Donc à partir de là, quand on va dans les prépas publiques, donc à partir de là, c'est une filière qui est juste incroyable et qui permet des trajectoires d'insertion sociale qui sont juste folles. Qu'on ne mentionne pas forcément outre mesure parce que les personnes qui sont concernées ne veulent pas forcément être exposées, mais voilà, moi je me permets d'être exposé, de parler au nom de milliers de personnes qui chaque année sont boursières, arrivent en prépa et trouvent une émulation intellectuelle qu'ils n'ont jamais connue et qui derrière trouvent des intégrations, d'ailleurs que ce soit dans les toutes meilleures ou même dans celles qui sont les moins cotées au CIGEM. Toutes ces grandes écoles permettent de devenir cadre et d'avoir un très bon salaire par rapport au reste des Français. Voilà, c'est un truc qui est incroyable et c'est une filière qui est sous-cotée à mon avis. Bon, Pauline, j'espère que tu as entendu. Pauline, c'est ma fille. J'espère que tu as entendu. Voilà, il y a Fais une prépa, Pauline. Il y a des trucs à prendre là-dedans. Alors, au bout de 2 ans de prépa, donc tu présentes les concours, ça donne quoi ? Les premiers concours en 2e année de prépa. Alors, en fait, ma prépa, c'était quand même rigolo parce que j'étais toujours très geek, donc je passais énormément de temps sur mon ordi. Ouais. Je pense que j'ai jamais fait autant de soirées qu'en 2e année de prépa. Ah bon ? Bien plus qu'en école d'ailleurs. Mais non, attends, normalement, normalement, t'es censé être enfermé chez toi, tel un moine, voilà. Ouais, mais l'avantage des petites prépas, entre guillemets, comme je vais me permettre de le dire, c'est qu'il y a un esprit très
très sympathique, et on était donc une dizaine de personnes à se dire bon, soit en 2 ans on a ce qu'on veut, auquel cas parfait, soit on cube, parce que moi j'aimais la prépa, donc ça me dérangeait pas du tout de me dire que ma prépa se ferait en 3 ans, et puis j'ai QB, ça passé veut les dire faire une concours. 3e année. Hein, pour Ouais, ceux c'est qui ça connaissent exactement. pas. Ouais. Et même j'avais à peine 18 ans quand je passais les concours là, enfin j'étais sur mes 19 ans, mais je me voyais pas forcément dans l'esprit école de commerce quand les anciens revenaient nous parler des soirées et des assos, je me voyais pas du tout dedans. Et du coup Ouais. moi dès la 2e année je m'étais dit que la prépa serait un truc en 3 ans, parce que j'avais pas la maturité pour me dire que je serais à l'aise dans l'école de commerce dès la fin de ma 2e année de prépa. Et donc je me suis dit bon allez, je vais continuer, et j'avais créé à côté une entreprise d'importation de charges solaires et de batteries externes de Hein, Chine. quoi, Et quoi, donc quoi, quoi, quoi? ouais, c'était assez C'est rigolo. quoi cette histoire? Parce que Et ça, je l'ai pas j'importais trouvé. ah Quand tu l'as pas j'ai... trouvé, mais normal, j'ai tout effacé. Parce que j'avais un nom qui était très rigolo, c'était chat pour chargeur et bat pour batterie, et donc j'avais un site qui s'appelait chatbat.com. Ouais, c'est un peu Genre limite comme nom, mais c'est ouais. très limite, ouais. Mais je trouvais ça rigolo à l'époque. J'étais un petit peu con. Et c'était très drôle parce que je vendais des chargeurs solaires et des batteries externes. J'importais ça de Chine, donc sur Alibaba, sur le truc qui a percé Ouais. depuis, mais depuis Ah, tu 2013, je faisais faisais déjà ça. du dropshipping avant que ce soit la mode. Ouais, ouais, mais j'étais pas dropshipper, du coup, je testais tout le matériel moi-même et je le renvoyais. Ok. Et très rapidement, c'est ce qui m'a donné envie de faire du B2B. Et donc, j'avais un premier contrat qui était avec une course cycliste qui s'appelle le Paris-Brest-Paris, qui est une course cycliste où les randonneurs, comme ils s'appellent, démarrent de 50 en Yvelines, donc qui était près de chez moi, vont à Brest et reviennent. Et donc, j'avais décroché un contrat pour des centaines de chargeurs, et je redistribuais 5 euros à une ONG que j'ai cofondée en Afrique, qui permet de soutenir des projets de développement par le sport, notamment par le cyclisme, avec Palimé au Togo. Donc voilà. Et c'était mon business de 2e année de prépa, et je m'y donnais pas mal. Et voilà. Du coup, j'étais à 0,1, 0,2 points des Parisiennes, donc j'avais eu l'EDEC à l'issue des euros. Et je m'étais dit bon allez, si je fais une prépa, c'est pas pour avoir les decks, j'ai envie d'avoir qu'une seule école, C'est c'est sympa pour HEC, ceux mais qui sont à l'EDEC. non, mais mais qui est une très bonne école d'ailleurs, hein. Ouais, on est d'accord. Ouais, Pour le coup j'ai plein de potes qui y sont allés et les carrières sont juste incroyables, mais en fait derrière ouais, mais j'avais déjà tu avais dit une plus grande que ambition. ouais, et surtout j'avais aussi cette idée que à l'EDEC, si tu voulais entre guillemets faire partie des meilleures trajectoires, il fallait faire de la finance, et Ouais. ça m'attirait. Enfin, j'aime bien la finance d'ailleurs, j'en suis à titre personnel passionné, pas de là en faire mon métier parce que bon, voilà. Mais je me disais bon allez, je vais me donner pendant 1 an à fond. Et pendant 1 an, du coup, j'ai retravaillé à fond les maths pour être au top niveau, géopolitique toujours, et surtout culture générale, où en passant de 10 à 18, du coup, c'est ce qui a fait l'écart Ah ouais. entre le fait de passer à rien des parisiennes jusqu'au fait d'être très très au-dessus de la barre à HEC et de l'intégrer, quoi. Alors, tu t'es préparé, tu te prépares comme ça pendant là 3 ans, et tu arrives aux oraux d'HEC. Tu, tu dois quand même avoir un petit peu de pression, non? Tu te mets un peu de pression sur le coup. Et pour ainsi dire, pas du tout. Enfin, C'est c'est-à-dire que vrai? la notion de stress, etc., c'est une notion qui m'est plutôt étrangère. Pour te raconter une anecdote assez rigolote que j'ai déjà racontée sur Major Prépa, le jour des écrits, la première épreuve des écrits quand j'étais en 3e année, Ouais. j'avais oublié ma trousse et j'arrivais toujours à 5 minutes du début de l'épreuve, alors qu'il fallait arriver une demi-heure avant le début de l'épreuve. Donc je me retrouve dans la salle à me lever la main, à quémander un stylo bic noir pour une épreuve de maths. Donc non, pour le coup, le stress n'est pas forcément un truc que j'ai. Enfin, je sais pas, je dois peut-être pas avoir vécu assez de trucs vraiment stressants, tu vois. Mais non, pour le coup, les euros, c'était un moment assez rigolo. Enfin, j'avais pas forcément de pression. À partir du moment, de toute façon, dans toutes les écoles, il y a des étudiants qui nous mettent vraiment à l'aise. Et à partir du moment où il y a des étudiants qui sont proches de nous, qui nous font rire. Enfin, je m'étais fait piéger par une fausse admissible qui jouait vraiment à la cruche, et ça m'a fait mourir de rire, et je m'étais couché peut-être à 23 heures. Enfin, j'étais parti de l'espèce de bar à 23 heures la veille de la première épreuve. Voilà, c'était bon enfant, c'était super bon esprit, et voilà. Et sur les euros, non, pas du tout de pression. C'est-à-dire que on est là, et bien, si on arrive à avoir l'école, enfin, si on arrive à avoir ce qu'on vise, tant mieux. J'avais un peu d'avance, donc j'étais plutôt serein.
Et sinon, c'est pas la fin du monde d'aller à l'ESCP. Donc voilà. À partir de ce moment-là, la pression elle est plus là. Hein. Et puis même dans mon milieu social, après mes admissibilités, j'étais là, bon dans tous les cas, mon pari semble plutôt réussi. En ayant quasiment 16 aux écrits de l'ESCP, ou pire des cas, j'aurais l'ESCP, comment on pourrait stresser? Exactement. Donc voilà, j'étais hyper sûr, mais du coup c'est passé. Et donc te voilà arrivé à jouer en Josas, joie et bonheur. Exactement. Parce qu'à part HEC et une station-service, c'est quand même pas grand-chose. Alors c'est moi ce qui m'intéresse. Alors on l'a vu finalement, mais tu vois, j'avais pas conscience que tu avais créé même avant, enfin pendant la prépa, que tu avais déjà créé une boîte. C'est quoi ce challenge où tu te dis, voilà, il faut que j'aille au million d'euros de chiffre d'affaires avant la fin de mes études? En fait, c'est pas forcément une finalité. J'avais pas au tout début de HEC. C'est que déjà, je me disais que en général, pour le commun des mortels, la prépa, c'est là où on travaille, l'école, c'est là où on chille. Et ça, moi, ça me dépassait. Parce que effectivement, en prépa, à la Bruyère, j'ai vécu une prépa où effectivement on travaillait, mais où on a eu des très bons moments de franche rigolade. Et aujourd'hui, c'est là où j'en ai tiré, je pense, le plus d'amitié très qualitative. L'école, moi je comprenais pas qu'une fois qu'on arrive dans ce genre d'environnement-là, on se dise je relâche tout. Et je trouvais ça très bizarre. Et donc j'avais créé Major Prépa aussi en 2014, donc quand j'étais en carré, avant d'entamer ma 3e année. Et en arrivant effectivement sur le campus, la vie associative, franchement c'était pas un truc qui me donnait vraiment envie de m'investir. C'est un peu bon, on trouve une espèce de cause et on essaye de broder autour de ça pour en fait justifier le fait de faire des soirées et puis apprendre à faire quelques petits bails par-ci par-là. Mais bon. T'aurais pu aller à la JE, je sais pas, mais c'est un peu plus sérieux la JE, non? Ouais, mais après j'ai toujours eu, depuis que j'ai 10 ans, je crée des sites, j'ai toujours eu envie de me donner à fond et d'avoir le temps de ne faire que ça. Et du coup, c'est pour ça que lors de cette première année, j'ai arrêté mes chaleurs solaires et mes batteries externes parce que ça me saoulait de vendre des trucs à 20 balles et puis ça rentrait un peu dans une espèce de logique matérialiste où allez achète ça, c'est vraiment utile. Et du coup j'ai arrêté juste avant Pokémon. Exactement. Et je suis pas forcément de ce genre de mood là et du coup ce qui était rigolo c'est que j'ai arrêté juste avant Pokémon Go. Donc tu vois le nez fin, la vision business du titre qui arrête ça juste avant que tout le monde ait besoin. C'est con, c'est vrai que ça aurait pu exploser là, pour le coup. Et ouais, complètement. Mais bon, c'est pas très grave. Et je m'étais dit, bon allez, sur tout ce que j'ai fait sur Internet, j'ai toujours fait des sites de contenu. J'avais écrit Major Prépa qui avait bien pris quand j'étais en cube. C'est-à-dire quand je passais les concours, les gens connaissaient à peu près. Je passais le midi, j'écrivais au McDo les avis des sujets, et puis je voyais les gens revenir à 14h pour le début des épreuves de l'après-midi. Major Prépa a dit ça, alors qu'ils savaient pas que c'était le pauvre mec en short rose à côté. C'est excellent. Mais c'était vraiment drôle, et je me disais bon, j'ai peut-être un atout là que je peux vraiment scaler. Et en fait à l'époque quand je suis rentré à HEC, mon ambition c'était pas forcément d'avoir ce défi du million d'euros de chiffre d'affaires, c'était ce défi de se dire qu'il y a un environnement qui me fascine, qui est l'environnement de la Silicon Valley, et que j'ai envie de maîtriser à fond le SEO parce que peut-être qu'à terme j'aurai envie de travailler chez Google, ou les réseaux sociaux parce qu'à terme j'aurai envie de travailler SEO, c'est le référencement naturel. Ouais, c'est Search Engine Optimization, et donc c'est toutes les techniques et stratégies mises en place pour faire en sorte que lorsqu'on tape une requête sur Google, un site apparaisse en premier. Et parce que comme le dit l'adage, le meilleur moyen de cacher un cadavre, c'est en page 2 des résultats de recherche de Google. Donc j'avais vraiment cette envie d'être en page 1. C'est pas ça, mais c'est joli. Ouais, c'est assez rigolo comme adage. Et du coup, j'avais créé, je m'étais donné comme objectif de maîtriser ça à fond, parce que ça pouvait être intéressant pour imaginer intégrer et être sexy pour ce genre de boîte par la suite. Et on a eu quelques cours d'entrepreneuriat, et je me souviens que j'avais vraiment, je sais pas comment est arrivé cet objectif vraiment précisément, mais je crois que j'avais lu un bouquin de Pierre Cossius-Comorizet qui à l'époque avait fait ça sur le campus. Il avait créé un autre HEC, ouais. Exactement, ouais. Il avait créé une espèce d'agence, et dans mes souvenirs, alors peut-être que c'est complètement erroné, mais j'avais ce chiffre de corriger après inflation où il avait fait pas loin d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'était mon objectif à l'époque, quoi. Voilà. Et alors comment parce que tu t'es tout seul au tout début sur Major Prépa,
Comment t'emportes avec toi des camarades, des collègues? Comment tu constitues ton équipe? Parce que ça se fait pas tout seul, tout ça, quand même, Ouais. au fur et Bah à en mesure. 2014, ouais, bah en 2014, au tout début, c'était le 26 ou 27 mai, pour être très précis. Et je me dis, bon, il faut faire un site de prépa parce que à l'époque, pour les entretiens de personnalité, j'avais pas envie de parler, j'avais des sites de finance, un truc qui s'appelait initier.fr. J'avais un site de vidéo en ligne qui s'appelait BuzzBuzzy. Donc j'avais plein de sites comme ça. Je me disais, bon, site de finance, initier.fr, ça fait un peu sharp pour les entretiens, sachant que mon projet professionnel n'était pas d'aller vers le monde de la finance par la suite. Et donc voilà, des sites de buzz de chat, de vidéos de chat, etc. C'est plutôt moyen. Donc BuzzBuzzy bof. Et c'est Ouais, là que j'ai eu l'idée de me dire bon, pourquoi pas faire un site de prépa parce qu'il y avait rien à l'époque tout simplement. ouais, ouais. Il y avait aucun support. Il y avait un forum qui s'appelait prépahc.org qui aujourd'hui vivote encore un petit peu. Euh, et sinon, en termes de médias qui s'adressaient réellement aux préparationnaires, nada. Donc c'est à partir de là que je me suis dit bon, il y a peut-être un truc à faire. Mais Et je donc sais pas, les gros mastodontes, je sais pas, l'étudiant, les trucs comme ouais. ça, finalement, c'est... Bah, quand on est en prépa, on les connaît, mais c'est pas un journaliste de l'étudiant qui va te dire comment réussir à majorer en épreuve de géopolitique. Ouais, c'est Donc trop mainstream. bah, c'est pas mainstream, c'est que c'est informatif sur les écoles, mais c'est pas informatif sur le concours prépa. Et la Ouais, prépa, c'est un délire particulier où, au fond, les écoles, tu t'y intéresses souvent qu'à la fin, ou à partir des inscriptions. Mais c'est-à-dire qu'en première année, un étudiant préparationnaire s'en fiche un peu des écoles. ouais. Il est dans son délire, il a envie d'avoir les meilleures notes et s'intéressera aux écoles par la suite. Ce qui n'est pas forcément d'ailleurs une mauvaise chose. C'est que, bon, voilà, il a ce moment où son objectif est porté sur le concours. Et puis après, les écoles, il les connaîtra de nom en première année. Il s'intéressera s'il est très curieux pour découvrir ce que font plein d'écoles. Pourquoi pas aussi gagner en motivation parce que qu'il s'agisse d'HEC ou de la dernière école au CIGEM, il y a des choses dingues qui sont dans toutes les écoles. Donc Mhm. c'est important de s'en informer pour être toujours motivé. Donc au début du projet, en mai 2014, j'étais avec deux camarades de prépa, donc Ezekiel et Guillaume. Ezekiel, lui, a intégré Lyon juste après, et aujourd'hui évolue à McKinsey, donc il a trouvé de quoi se satisfaire. Joli, joli. Et Guillaume, lui, avait cube avec moi, puis intégré l'ESCP, et s'était plus engagé dans la vie associative. Et du coup, comme ils se sont peu à peu retirés de l'opérationnel, on a racheté leur part en 2017. Il y avait aussi mon codouche à HEC, donc une codouche, c'est une chambre, enfin, c'est deux chambres reliées par Ouais, une c'est douche. un concept propre à HEC, le co-douche. Exactement, qui était propre, parce que malheureusement ça n'existe plus depuis un an ou deux, et les derniers travaux réalisés sur le campus. Et donc on a racheté leur part, et entre-temps est arrivé Dimitri, qui était un pote de prépa avec qui on avait révisé les concours BCE, qui était au début rédacteur géopolitique et qui peu à peu s'est engagé à fond. Et donc on s'est associé finalement à deux pour faire une SAS qui porte toutes les activités qu'on a développées aujourd'hui. Ok. Mais là où tu as raison, c'est que finalement, alors pour ceux qui connaissent, vous avez créé un peu un océan bleu. C'est-à-dire que ça n'existe, il n'y avait rien qui existait sur ce marché. Et bénéfice de la stratégie océan bleu, finalement, vous avez capté tout un marché, puisque enfin, finalement, les écoles qui voulaient parler aux préparationnaires, elles avaient enfin un média sur lequel elles pouvaient s'appuyer. Ouais, complètement. C'est-à-dire que en première année d'école, au début, on n'avait pas forcément de monétisation en tête, parce que l'objectif c'était uniquement de faire le site le plus utile qui soit, avec une approche de marché qu'on avait totalement créée et qui d'ailleurs est assez rigolote parce qu'aujourd'hui il y a pas mal d'institutions, de médias jeunes qui se créent et qui s'inscrivent parfaitement dans ce qu'on a fait, Ouais, voire pour certains qui sont dans le plagiat pur, mais ouais, il ça y a c'est des autre chose. copycats, ouais. Exactement. Mais même dans d'autres secteurs, quand on pense même au bac qu'on a attaqué, on a eu aussi eu des concurrents, ou pas forcément concurrents, mais des groupes d'enseignement privés qui effectivement reproduisent parfois le visuel même de ce qu'on fait. Et donc effectivement, c'était une approche de marché qui à l'époque était océan bleu, qui aujourd'hui est un océan rouge du coup, parce que comme l'approche de marché a été dupliquée, voilà, c'est devenu quelque chose avec de faibles barrières à l'entrée, forcément d'autres s'en sont inspirés. Et effectivement, à l'époque, c'était assez. Enfin, moi, à titre personnel, je trouvais ça dingue de voir que rien n'était fait pour les étudiants en prépa, que faire un support utile n'était pas vraiment compliqué. Et la monétisation est arrivée en 2016,
quand une de tes consoeurs qui est l'école de Dijon, bon, genre que t'as une note, ça serait avant que ce soit public. Je pense qu'au bout de 4 ans, il y a prescription. Mais c'était, ouais, le pire, ça fera toujours rire tout le monde, c'est qu'à l'époque, nous, on monétisait par Google Ads. Google AdSense, pour être plus précis. Ouais. Donc, je sais pas si toi, t'avais des sites à l'ancienne, mais c'était ces petites bannières, ce petit code que tu mettais, et tu gagnais des clopinettes. Tu peux à peine payer ton serveur. Et pour ainsi dire, en 2 ans et demi, on avait gagné 1 000 euros en Google AdSense. Ouais. C'était vraiment pas beaucoup. Et c'était même quasiment rien. Et donc, il y a cette école qui, lors de ces euros, cette école a organisé une journée de préparation aux euros. Et il y en a, je crois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Karim El Rezouani, qui entendait parler des étudiants d'un truc qui s'appelait Major Prépa. Okay. Et donc, tous les services communication des écoles avaient pour habitude de chaque année faire des plans de communication et d'annoncer dans un magazine qui existait à l'époque, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, mais qui s'adressait plus aux professeurs ou à l'écosystème que plus directement au prescripteur, on va dire. Ouais. Exactement, voilà, et qui le fait de nos jours d'ailleurs très bien. Mais du coup, cette personne-là entend parler de nous, puis prend contact avec nous et nous dit du coup on aimerait bien communiquer sur votre support, etc. Nous on s'était dit on sait rien faire de ça. Enfin, je veux pas faire des trucs. L'école est super, c'est incroyable, etc. Ouais. On peut juste mettre le même objectif, changer le nom de l'école, etc. T'as une position qui est un peu de neutralité quand même. Exactement, et surtout, plus que de neutralité, d'authenticité. Et donc, ils nous ont dit très bien, au pire, venez voir ce que l'on fait, etc. Et donc, on était jury d'Euro. Enfin, j'étais en première année d'école et j'étais jury du concours ST2 où il y avait des personnes qui avaient 2 ans de plus que moi qui vous voyaient, c'était hyper drôle. Mais et du coup, cette école-là nous dit on aimerait bien tenter un truc avec vous, mais on n'a plus de budget. Et moi, je me dis ils ont plus de budget. Avec Dimitri, on se dit allez, on va leur proposer 600 euros. Au pire, ils négocient à 300 euros et on a l'équivalent de 2-3 mois de Google Ads qui tombe d'un coup. Et on les rappelle et la personne nous dit j'ai plus de budget. J'ai vraiment plus de budget, je suis désolé, il me reste plus que 3 000 euros. Et donc, nous, avec Dimitri, au téléphone, on était, super. Après, on était, on leur dit, du coup, c'est vraiment pas grand chose, on vous fera pas d'exclusivité. On pense à être intelligent. Et du coup, on raccroche et on se dit, 3 000 balles, ça fait 500 kebabs avec canal et tout. C'est quand même du compte en kebab, c'est bien. Exactement. C'était limité à l'époque. Un nom de domaine, c'est un kebab, on comptait comme ça, c'était assez rigolo. Et du coup, c'était rigolo. On leur a fait un plan de communication qui a vraiment très bien fonctionné. On mettait en place ce qu'on avait fait déjà pour développer le média, mais adapté pour la communication d'une école où effectivement un étudiant intéressé par BSB va avoir un certain type de comportement sur le site. Et donc c'était comme ça qu'on faisait notre retargeting et ça avait très bien marché. Et je me souviens qu'au lendemain des résultats SIGEM, comme effectivement les services communication avaient eu vent du fait qu'il y avait un site qui parle beaucoup de BSB et puis même certains appelaient ça Major BSB, c'était rigolo. Du coup, ou Major Dijon, parce qu'ils n'avaient pas changé de nom en BSB encore à l'époque. Eh bien, à l'époque, ce qui était rigolo, c'est quoi, le lendemain des résultats SIGEM, j'avais vu Rémi Chal, par exemple, qui était à l'INSEC. Oui. J'avais vu le regretté Benoît Anger, qui était à l'époque à Schema. Oui. Et on avait enclenché comme ça une phase de commercialisation et on a structuré comme ça. Et donc, ce qui fait que sans aucun financement, on a réussi à structurer ce qui est devenu aujourd'hui 2Manpower. Avec chaque année, on a toujours des clients contents, on n'a jamais perdu un seul client. Donc ça, c'est quand même un signe qui est top. On a des équipes qui sont incroyables. Je vais pas tous les citer parce que mais c'était vraiment le début du cheminement qui a mené vers ce qu'on est aujourd'hui. Où effectivement j'étais à la fois à l'école, puis j'avais des salariés à côté, puis c'était une période assez rigolote et qui aboutit effectivement en 2018-2019 au franchissement du million de chiffre d'affaires, ce qui était pour moi un truc très cool. Ouais, et t'étais en 3e année? J'étais en première année. Alors au début j'avais un médium où j'étais totalement transparent. Ouais. Première année, je crois qu'on avait fait 198 000 euros. Ouais, c'est ça. Je me souviens plus. On avait fait 198 000 euros de chiffre d'affaires. 47 000 de résultats nets. Mais on avait des gens qui nous suivaient de manière incroyable. Enfin, pour te raconter une anecdote, on n'avait pas de caméra, on n'avait pas de matériel audiovisuel. Il y avait le SCPO qui organisait une journée de la philosophie avec Anna Finkielkraut et Adèle Van Aert. Wow. Et le deal, c'était, vous nous payez notre matos en entier et on vous couvre ça et on diffuse ça partout. On a eu ce genre de deal là. C'était vraiment rigolo. Et du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à avoir tous nos assets, caméras, etc. Une petite enveloppe de financement aussi. Et c'était vraiment top parce que c'est une période, je dirais pas que je la regrette aujourd'hui,
mais c'était une période où c'était vraiment la fleur au fusil et on dormait dans des Airbnb, on se retrouvait à dormir par terre parce qu'on avait pris le Airbnb le moins cher, qu'il y avait 45 € sur le compte de l'entreprise. Enfin, c'était des périodes vraiment rigolotes, mais voilà. Vous vous êtes fait, alors c'est pas un tour du monde, mais en tout cas vous avez voyagé aussi avec Major Prépa. Ouais, bah c'est ça qui était vraiment cool, c'est que j'avais jamais eu l'occasion d'aller à l'étranger et on disait aux écoles, enfin vous pouvez mettre tout ce que vous voulez dans vos plaquettes, il y a les prépas sont pas dupes, donc vous dites que vous êtes internationaux, prouvez-le. Et je me souviens d'une réunion qui était avec Benoît Angers à Schema. Justement, Schema, c'était une école qui avait un positionnement international très très poussé. Mhm. Sauf que je leur dis, bah, dans votre marketing, il y a un truc qui va pas. Vous dites que vous êtes internationaux, vous parlez de vos campus à l'étranger. Il n'y a aucune vidéo pour le montrer. Alors des vidéos très corporate et très chiantes. On voit pas complètement ce que vous faites. Donc, moi, je vous propose une web série où on part à Sophia Antipolis pour montrer déjà le côté français sympa des Alpes-Maritimes. On part en Chine, au Brésil, aux États-Unis. Et le lendemain, c'était bingo. On paye hôtel, billet d'avion allez, on avait à l'époque, c'était rien, c'était quoi? C'était 10 000 € pour 18 vidéos. Mais c'était comme ça Ouais, qu'on s'était lancé et j'ai c'était pas pu, mal. ouais, complètement. Et puis c'est comme ça aussi que j'ai pu aussi, même à titre personnel, bah enfin prendre l'avion, voyager dans des pays que j'avais jamais vus. Le Brésil, c'était incroyable, les États-Unis aussi. Puis j'avais continué mon petit tour du monde en vendant des vidéos au Mexique et au Chili. À CBS, que je Mhm. salue, c'est un des concurrents, pas forcément très direct, mais voilà, c'était rigolo. Mais voilà, c'était une période assez rigolote où il n'y avait pas de salariés, où j'étais un peu en mode digital nomade. Et je regardais beaucoup ces tendances à l'époque, et c'était vraiment intéressant. Ouais. Mais alors, donc, Major Prépa, c'est le site historique, on va dire. Et puis, vous avez étendu l'offre, diversifié, parce qu'il y a Business School, il y a Bernie maintenant, il y a Up to School. Donc, c'est quoi le chemin vers la diversification? Comment vous l'avez pensé, réfléchi? Bah, le fait est que on s'est structuré comme une entreprise qui doit chercher de la croissance. Et donc pour ce faire, on a suivi tout simplement notre évolution. On était 2 ou 3 ans en prépa. Ensuite, on arrive en grande école. À l'époque, il n'y avait aucun support qui parlait réellement aux étudiants en grande école. On avait quelques supports. Alors un très très vieux site qui s'appelait écoledecommerce.com avec le 2 en chiffres, Waouh. qui a été créé par, j'ai oublié le nom, mais c'était quelqu'un qui était parti à Grenoble et qui a revendu ça à DigiSchool. Donc voilà, il y avait quelques petits sites qui avaient tenté, mais qui n'avaient pas non plus trouvé le jeu communautaire qu'on avait déployé. Et donc, Business School, c'était la suite de ça. Ensuite, on s'est dit qu'il y avait une vraie problématique qui était celle du prêt et du financement. Donc, on avait créé à l'époque ce qui était Up2Finance sous forme de simulateur de frais de scolarité, mais avec aussi les frais de vie, le logement, etc. On avait fait des requêtes dans toutes les villes. Par exemple, si vous cherchez aujourd'hui les frais de vie à l'ISC, vous avez Paris, mais vous avez aussi Orléans. Et donc, de manière automatisée, le Et il y a formulaire une vraie trouve différence. exactement. Exactement. Et automatiquement, on a trouvé, là, on avait Sacha, par exemple, qui avait compilé tous les frais de vie dans toutes les villes de France où il y avait des grandes écoles, dans tous les pays. Donc, vous pouvez voir les frais de vie en Uruguay, en Bosnie-Herzégovine ou en Nouvelle-Zélande. Donc on avait vraiment fait ça pour simplifier la vie des étudiants. Ensuite on s'est dit tiens, il y a les écoles de commerce vont dans le post-bac, et bien c'est bête de faire major prépa et pas major bac. Donc on avait créé major bac. On a fusionné dans Up to School, qui aujourd'hui se veut être un hub d'orientation et de préparation au concours et aux examens, et qui va être aussi notre jambe pour l'international dans quelques semaines, mois, années, on verra. Pauline va Et sur Up to School. exactement, pour découvrir toutes les formations qu'elle pourra faire après sa prépa évidemment du coup. Et non, pour le coup c'est la volonté de se diversifier, de ne pas dépendre que d'un seul type de client, parce que si les concours post-prépa attirent de moins en moins, on aurait été tributaire de ça. Donc on doit aussi Ouais. chercher de la croissance ailleurs, et c'est aussi par le fait de pouvoir se dire le matin je me lève, je me réveille, eh bien je change d'angle, je change d'attaque, je fais du SEO pour les prépas, mais je fais aussi du SEO pour les étudiants d'école, pour ces étudiants qui vont chercher des contenus sur l'entreprise, le monde du travail, etc. Et c'est ça qui a guidé vraiment tous nos développements, et c'est toujours cette envie de se lever le matin en n'ayant pas une journée qui soit identique à l'autre. Et ça, c'est aussi la chance qu'on a quand on est un groupe diversifié. Alors, et puis, alors c'est peut-être moi qui vais faire la pub de ça, mais Bernie, La dernière. c'est aligné aussi finalement avec
ton why et ton sens profond qui est faciliter l'accès à tous. C'est-à-dire que, de ce que j'en ai compris, en fait, et c'est vraiment intelligent de faire ça d'ailleurs, de lier les majors prépa up to school à Bernie sur le financement de sa scolarité, parce que ça reste une problématique quand même, une problématique forte. Et ça, c'est venu tout naturellement. Ouais, complètement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment un gros passionné de finances personnelles. Donc voilà, sur le fait de voir justement, en France, on a un pays qui n'est pas très fan de ça, mais en fait, c'est tout simple. C'est quand je regardais mes parents, je me disais mais c'est fou de pas savoir gérer son argent à ce point-là. Et ce qui est terrible, c'est que du coup, ouais, je pense s'ils l'écouteront, s'ils écoutent ce podcast-là, ils savent que c'est très seule erreur que je leur fais. Bon, c'est rigolo, aujourd'hui on en rigole énormément entre nous tous, mais et voilà, et je me disais c'est vraiment dommage parce que la finance personnelle, quel que soit d'ailleurs son niveau de revenu, hein, c'est quand même un moyen de pouvoir, par exemple, faire le meilleur investissement qui soit dans toute sa vie. C'est pas acheter du Bitcoin, c'est pas acheter des actions Tesla, c'est d'investir dans son éducation. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, dans certaines catégories socio-professionnelles, n'est pas quelque chose qui marque, qui ne prévoit pas forcément le financement des études, on prévoit pas forcément le fait de se dire, bah oui, entre acheter, je sais pas, ce poulet à 10 € et un bouquin à 10 balles, il y a un truc qui à long terme va te faire gagner plus d'argent. Enfin, il y avait plein de choses comme ça qui me turlupinaient. Et du coup, dernier, aujourd'hui, on commence avec ça, mais donc on est courtier aujourd'hui en prêt étudiant, enfin en prêt à la consommation, parce qu'un prêt étudiant est un prêt à la consommation. Mais sinon, on a que ça pour le moment. Mais Bernie a des ambitions bien plus grandes que ça, parce que derrière, les étudiants qui vont faire une grande école de management, par exemple, on prend les diplômés de l'ISC Paris, c'est des personnes qui auront un salaire à la sortie qui sera plutôt important, qui auront un patrimoine qui dans 10, 15, 20 ans sera colossal. Et nous, on a aussi envie de dire aux étudiants qui aujourd'hui ont peut-être 16, 17, 18 ans, qui mangent des pâtes et du blanc de poulet comme je le faisais quand j'étais étudiant tous les jours ou presque, parce que c'est ce qui est le moins cher, et qui finissaient les fins de mois ric-rac avec l'apport de leur bourse, qu'il y a une voie qui existe qui s'appelle celle des grandes écoles. Que pour peu qu'on s'y intéresse, et donc là c'est l'agent Up to School ou major prépa, on peut préparer ces concours, enfin les découvrir, les préparer, les réussir, et dans tous les cas intégrer une grande école. Qu'à partir de cette grande école là, on peut trouver un job, on peut avoir une actualité sur business school qui soit intéressante, on peut financer cette grande école là avec un prêt étudiant, mais que derrière, si on prend des bonnes habitudes et qu'on accompagne bien nos étudiants, on va aussi les aider dans leur problématique de financement, peut-être à terme d'achat immobilier, de placement, d'investissement. Et c'est ce qu'on entend faire avec Bernie. Donc c'est aujourd'hui que le début d'un truc qui vise à être beaucoup plus gros et à servir tout cet écosystème de jeunes étudiants, de la découverte de leurs études, de leur passion, de la réussite du baccalauréat qui est toujours quelque chose à bien faire, jusqu'au PER, au plan épargne retraite. Non, peut-être pas jusqu'à là, mais il faut le penser. Et pourquoi pas, exactement, parce que effectivement on grandit avec notre audience et puis après on découvre des besoins et des possibles business models qui peuvent avoir lieu. Donc voilà, on est en train d'explorer tout ça, et l'idée c'est aussi de se diversifier en accompagnant toute cette génération et en étant un partenaire de confiance dès le bac et dès la prépa, jusqu'à investissement. Voilà. Ça fait du sens. Toi qui es passionné de finances personnelles, je te recommande un podcast qui s'appelle La Martingale. C'est Mathieu Stéphanie, ça. Ouais, Mathieu Stéphanie, oui. Exactement. En plus de génération do it yourself, il fait et La Martingale. C'est un associé qui parle beaucoup d'e-commerce. C'est sorti un top épisode sur Lydia, là, mais ouais, même Mathieu Stéphanie, homme incroyable. Ok. Sur ta dernière année, tu étais dans un programme qui s'appelle X Entrepreneur. Tu peux m'en parler un peu ? Ouais, alors j'étais la première année où le programme entrepreneuriat de l'X, donc de l'école polytechnique, a fusionné avec celui d'HEC. Et donc tous les jours on avait la chance d'avoir 3 types de profils. Donc effectivement les managers HEC, les ingénieurs X, et 2 types de profils qui venaient d'écoles hôtelières, qui venaient de l'étranger, qui venaient d'autres écoles d'ingénieurs aussi. Il y avait beaucoup de Centrale Nantes, de Supaéro, de l'ESTP, etc. Et donc on était mélangés pendant une année. On était 120, et c'est un programme qui est vraiment top, et qui a fait notamment d'ailleurs en parlant de podcast Pauline Legnaud qui anime notamment le Gratin. Elle a fait ce programme là, et beaucoup d'entrepreneurs sont passés par là, et c'est un programme qui, avec cet ajout des ingénieurs, devient encore plus intéressant, je trouve.
Ouais, ça doit donner un melting pot super intéressant. C'est un gars qui s'appelle Alain Bloch Ouais, qui a monté ça. Euh, exactement. et toi, t'en as tiré quoi? Il y a des projets qui en sont sortis. Bah en fait moi ce que j'en ai tiré déjà c'est bon, ça reste un peu secret mais c'est la grande mansuétude avec laquelle j'ai pu être traité, c'est-à-dire que je vais pas aller très souvent en cours durant l'année, etc. Oh, chouchou, il faut pas dire ça, hein. Ouais peut-être, mais non pour le coup on a quand même eu, enfin j'ai pas mal énervé indirectement Ambroise Colomb qui gère de manière opérationnelle la majeure et Ouais. que je salue d'ailleurs, et Alain Bloch, mais c'est vrai que c'est un programme qui est très demandeur. Qui permet qui se déroule par mission. Donc il y a une mission de création, on crée une entreprise. Il y a une mission reprise où après avoir vu les rêves de création d'entreprise, on voit celles qui justement se cassent la tête. Il y a des missions de croissance où on peut être au cœur d'entreprises qui font de la croissance. Et j'ai eu la chance de pouvoir découvrir comme ça Open Classroom, qui en fait était le site qui m'a donné envie de créer des sites internet. À l'époque, c'était le site du zéro. Et quand j'ai créé mon premier site il y a 10 ans, j'ai pris les cours d'HTML, de CSS de ce site-là, Open Classroom, enfin du site du zéro, avec Mathieu Nebra et Pierre Dubuc qui avaient créé ce site-là alors qu'ils étaient eux aussi adolescents d'ailleurs. Et voilà, et moi j'en ai tiré effectivement le fait de pouvoir découvrir ce genre de choses-là, le fait de pouvoir aussi découvrir aussi ces profils différents, ces profils d'ingénieurs, ces profils de personnes qui viennent d'un univers complètement différent. École hôtelière par exemple, c'est un truc que j'ai jamais vu, des gens qui sortent d'école hôtelière. Ouais. Bon, c'est celle de Lausanne, donc c'est pas n'importe quelle école hôtelière non plus, mais c'était vraiment rigolo. Et non, ce que j'en ai appris, c'est effectivement le fait de, pour moi, de sortir aussi de mon quotidien que j'avais chez Two One Power, à gérer mes salariés, etc., et aussi de se mettre Two sur d'autres Power, projets. c'est le nom de la Ouais, société. c'est le nom, Ouais. exactement, c'est le nom Après, qui c'est les regroupe marques. le tout. Okay. Exactement, ouais. Et c'était vraiment sympa d'avoir cette petite différenciation, même si effectivement c'était dur en termes de volume parce que on a toujours été et on est toujours une entreprise très nettement sous-staffée. On fait énormément de choses, mais derrière ça a pour corollaire d'avoir une courbe d'apprentissage encore plus élevée. Mais pour autant, effectivement, c'était assez compliqué de jongler entre voilà le fait de consacrer du temps à cela, mais en même temps se dire que chaque minute, chaque heure que tu consacres à ça, bah c'est du temps en moins pour ta vraie entreprise. Et sachant que on était quelques-uns à avoir déjà des vrais business, et que c'était assez challengeant de réussir à combiner les deux, Ouais. et à en tirer toute la valeur ajoutée. Par contre, pour ceux qui n'avaient pas encore d'entreprise, ce programme il est incroyable. Enfin, donc ça c'est vraiment la capacité de mettre le pied à l'étrier, d'avoir des intervenants de très haut niveau, parce que c'est un réseau aussi derrière tout ça. C'est un réseau d'entrepreneurs de l'X, d'HEC qui sont à l'origine de très belles boîtes aussi. Donc voilà, c'est aussi un réseau qui est top. Ouais, ça peut te donner quelques effets de levier aujourd'hui Complètement. et demain. Ouais, Complètement, ouais. Alors, une question un peu perso, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais Ouais. tu as évoqué tes parents. Aujourd'hui, ils te voient comment? Ouais, je vais répondre à cette question, c'est rigolo. Bah, en fait, c'est assez dingue parce que ils comprennent pas vraiment le truc. Ils ont du mal à saisir le média, etc. Enfin, les parents, sans leur faire offense, ça regarde BFM TV pour ma mère surtout, Ouais. et mon père c'est France 5, et puis voilà quoi. Donc c'est assez rigolo. Ils comprennent pas vraiment ce que c'est, mais dans tous les cas, pour te raconter une anecdote sur les écoles, ma mère quand j'étais en mode ouais trop cool j'ai HEC, etc., ma mère sa réaction c'était ah c'est trop cool parce que tu m'avais dit que c'était l'école la plus proche de la maison. Tu sais, c'est pas du tout le niveau et tout, tu vois, c'est vraiment ah oui c'est à côté. Proximité géographique était un élément important. Donc tu pourras venir manger à la maison, etc. C'était ça sa préoccupation majeure. Donc c'était assez dingue. Mais non, puis après je les laisse un peu hors de ça, c'est-à-dire que leur expliquer concrètement ce que je fais, c'est toujours complexe. Après, ce qui m'importe, non, mais ce qui les rend heureux, c'est de voir que, effectivement, je suis hyper épanoui dans ce que je fais. Et ça, je vois que mes parents, ils sont vraiment très contents de ça. Et que derrière, le business tourne. Mes parents sont toujours inquiets. Là, c'est la corona crise, donc ils sont en mode, ah, c'est la crise, je vois que ça va mal à la télé, est-ce que ça va bien? Genre, oui, ça va très très bien, on t'en fait pas. Mais non, mais t'es sûr, t'arrives à sortir tous les salaires, etc. Donc voilà, c'est assez rigolo. Et pour peu que ma mère tombe sur le courrier qui est redirigé chez mes parents où elle voit les factures des prestations qu'on a, c'est assez rigolo. Elle ouvre tout du coup, parce qu'elle veut vérifier qu'on fasse pas n'importe quoi. Et elle tombe sur des sommes, elle dit mais ça c'est pour toi. Je dis non, c'est pour l'entreprise. Et du coup maintenant elle a intériorisé que tous les chèques qui rentraient n'étaient pas dans mon compte en banque, sinon voilà, mais mais pour l'entreprise. Mais non, mais après aujourd'hui le principal c'est qu'ils soient fiers de moi, et qu'ils comprennent ou pas la chose, c'est pas important.
Alors, je vais t'interroger sur les EdTech parce que ça, c'est une expertise que Ouais. tu as développée, etc. Mm. Mais alors, aujourd'hui, Mehdi, c'est quoi ta vie? Oh là là. Bah, c'est très rigolo comme question. Là, déjà, j'ai déménagé parce que je supportais plus forcément le rythme très parisien, les hivers interminables Ouais. où on a très peu de lumière, etc. Là, pour être très honnête, je suis sur ma terrasse face au soleil et Voilà. j'apprécie ça en novembre. On est Et où le, ça, où ça, où ça? je suis à Aix-en-Provence, du coup. J'ai déménagé il Ah y a ouais, deux t'as pas semaines. choisi le coin le plus pourri de France, oui. Exactement, ouais. Et parce que effectivement, bah, quand on crée une entreprise, c'est quand même beaucoup d'huile de coude. Il y a le pape enfin pour moi l'un des papes des podcasts avec Tim Ferriss, qui est Gary Vaynerchuk, Oui. qui à l'époque m'avait énormément été une grande source de motivation, qui disait que en Et fait puis, de Gary toute façon, Vaynerchuk, le c'était gars, tu l'écoutes, il t'engueule, hein, donc il te exactement. motive. Exactement. Et puis c'est aussi, bah, j'ai pas de levée de fonds, j'ai pas de mentor, j'ai pas d'investisseur, donc c'était un peu mon espèce de type qui pouvait me Ouais. bouger quand il fallait, indirectement. Et j'écoutais un de ses podcasts, et c'est un type qui est formidable. Il travaillait, c'est un fils de migrant biélorusse qui est à New York et qui en 2002-2003 reprend le magasin de vente de vins spiritueux de son père, qui faisait à l'époque 3 millions de dollars de vente. Et il se dit, il y a un truc formidable qui est en train de bouger, qui s'appelle Internet. La bulle Internet venait d'exploser, mais lui se disait, c'est une tendance fondamentale, c'est une tendance qui ne changera pas. C'est congénital à l'évolution du monde du business. Internet va devenir un canal mainstream. Donc il a créé une espèce Et ça, d'émission de c'est dégustation de vin. 2003, hein, Ouais, 2003. c'est 2002-2003, je sais plus exactement, peut-être 2004, mais au début des années 2000 du moins. Et il réussit par une communication directe sur Internet à monter de 3 à 60 millions de dollars de chiffre d'affaires. Pas mal. Et peu à peu, il intervenait dans plein de plateformes. Il y a une vidéo qui était incroyable qui est ressortie en 2010. Peut-être que tu pourras mettre le lien en description, je vais te la retrouver, Ouais. où il parle de l'avenir d'Internet dans les 10 prochaines années et qui professait parfaitement le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, le truchement du média, etc. Tu vois, là, tu as créé ton podcast, tu crées ton média. Et ça, c'est un truc qui, il y a 20 ans, n'était pas possible. Il y a 20 ans, tu crées ton Complètement. podcast quelque part, tu l'aurais fait écouter peut-être à tes parents, à tes enfants, à Pauline, mais c'est tout. Oui. Alors qu'aujourd'hui, tu peux, avec bah, la colle, n'importe qui dans le monde, avec son téléphone ou avec son ordinateur, peut écouter la colle. Et ça, c'est génial. Et c'est un type qui du coup a créé une firme de conseil, qui a pour objectif de racheter une équipe de basketball et qui se donne à fond, et qui avait dit que lui, lors de ses premières années de travail, il avait pas pris de vacances, pas de week-end, parce que la courbe d'apprentissage, c'est une courbe qui est exponentielle, et donc que au début on galère énormément, mais une fois c'est comme en maths en prépa en fait, quand tu as le déclic, tu montes très haut. Moi en maths, je galérais au début entre 7 et 10, j'ai eu un déclic, directement je suis monté à 20, et je suis resté toujours entre 16 et 20 toute ma prépa, à partir du milieu de la première année. Et c'est la même chose dans le business. À partir du moment où le Lego est très compliqué à Je suis composer. désolé, je fais Ouais, juste un aparté. vas-y. Ça me paraît quand même. Enfin, c'est quoi ce déclic? Il y a un petit côté magique là-dedans. Bah, c'est la méthodologie, hein, comme toujours. C'est à partir du moment où on a, et ça c'est la courbe d'apprentissage. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, tu regardes, c'est un truc à marrant. On va parler de finances personnelles. Aujourd'hui, tu regardes les jeunes qui apprennent à investir en bourse sur les marchés, ils font n'importe quoi. Alors que ceux qui investissent de manière continue et suivie depuis des années ont une courbe d'apprentissage, se sont trompés et ont eu ce déclic de ne plus faire d'erreurs. Et c'est un peu la même chose en mathématiques. Tu peux avoir une espèce de déclic qui, quand il arrive en prépa, devient un truc formidable parce que bah, tu assures des très bonnes notes en prépa Ouais. scientifique et en prépa économique et commerciale. Pour les prépas littéraires, le déclic en maths ne servira à rien, sauf à la rigueur en voie BL, mais bon, voilà. Ouais. mais c'est la même chose dans l'univers du business, c'est qu'au bout d'un moment, tu as un petit déclic qui te débloque pas mal de choses et qui fait que tout ce que tu as appris fait sens. Et chez Gary Vaynerchuk, c'est ça, c'est de se dire que bah il a réussi à monter ce business de vin sur Internet. Du coup, il est devenu expert en vin d'une part, mais ça c'est une expertise que beaucoup de gens ont, donc c'est Ouais. Océan Rouge, et d'autre part expert dans tout ce qui est réseaux sociaux. Océan Bleu, à l'époque il y avait personne, et donc il a créé son expertise et il a réussi à scaler ses connaissances de manière incroyable, au point aujourd'hui il lance plein d'offres de conseils, il a un groupe qui est colossal, parce qu'il a réussi à tirer profit de ses expertises et aujourd'hui à faire ce qu'il kiffe. Enfin, il a des chaînes YouTube, il a des podcasts où effectivement il engueule tout le monde H24, ce qui est très marrant. Enfin, en fait c'est pas qu'il engueule tout le monde, c'est qu'il parle très fort et de C'est une manière ligne très, il éditoriale. vit son propos exactement. Et c'est toujours à base d'insultes, à base de mots avec souvent des bips, mais c'est formidable. Et,
et là je me perds un peu dans mon propos comme d'habitude, mais c'est super quelqu'un intéressant. qui réussit à faire cette courbe d'apprentissage, et c'est un peu la même chose aujourd'hui. Ma question initiale, c'était où est-ce que tu en es aujourd'hui? Ah ouais, bah tu vois, je me suis complètement perdu. C'est pas Pour grave. changer. C'est pas grave. Non, mais du coup, T'es à bah là Aix. je suis Déjà, t'es sur ta terrasse à Aix et a priori, il y a du exactement. soleil. Et il y a du soleil, il y a pas un nuage. Bon. Voilà. Et on en a. Donc Mais déjà, non, du coup. déjà tu fais chier. Bon, voilà, ça c'est dit. Exactement. Maintenant, alors. Et j'embauche à Aix, donc si des gens veulent venir à Aix, venez, vous êtes les bienvenus. C'est bon à Voilà. savoir. Exactement. Donc t'en es où alors? Eh bien écoute, j'ai le principal d'ailleurs dans tout ça, quand on fait un peu le bilan d'où on en est, bah, c'est déjà que sur le plan personnel, je suis très heureux parce que bah, j'ai une petite copine, tout se passe très bien, etc. Donc ça, c'est aussi un hiérarchie des priorités que j'ai maintenant, tu vois. Enfin, maintenant, typiquement, l'idée de fonder à terme une famille, etc. C'est pour moi ce qui prime sur tout le reste maintenant. Et ça, c'est un shift que j'ai fait, et du coup à ce titre-là, bah oui, chercher une qualité de vie meilleure, c'est aujourd'hui ce qui fait partie de mes grandes priorités, d'où le fait d'avoir bougé de Paris pour... Il y a eu un élément déclencheur à ça ou Ouais, complètement. Bah déjà, on a eu une période assez rigolote qui était celle du confinement, du coronavirus, etc., Eh oui. qui nous a un peu fait poser pas mal de questions. Et puis moi, j'étais confiné du coup dans mon petit appartement parisien. J'ai la chance d'avoir une terrasse, mais c'était pas non plus dingue. Et de même, moi, j'ai toujours cette envie. En fait, depuis que je suis parti au Brésil en 2018, en hiver, je me disais ah mais c'est dingue parce que j'étais quelqu'un qui hibernait toujours. C'est-à-dire que du mois d'octobre jusqu'au mois de février, mon corps dort, je suis beaucoup moins productif, je suis beaucoup moins créatif. J'ai une grande dépendance au sport aussi. Exactement, j'hiberne, mais vraiment. Enfin, c'est quelque chose qui est assez rigolo. Qui a toujours d'ailleurs rire ma copine qui me trouve complètement ridicule et qui trouve que c'est un caprice de riche, mais j'hiberne concrètement. Et je suis beaucoup moins productif. Et là, le fait de cutter l'hiver, parce qu'on a eu un mois d'octobre d'ailleurs pourri, hein, le pire mois d'octobre en termes de sur les relevés météorologiques depuis je sais pas combien de temps, bah fait que effectivement quand j'ai pas mon soleil, quand je peux pas faire mon sport, ma course à pied au soleil, mon vélo, etc., je suis moins productif. Et donc c'est pour des raisons à la fois personnelles, parce que je sais que j'aurais pas envie de bâtir une famille à Paris, mais aussi pour des raisons professionnelles où tout simplement j'en ai marre d'avoir ces 5 mois de sous-productivité et aussi à subir le train-train quotidien du métro boulot dodo. Je me suis dit que j'ai la chance d'avoir bossé à fond quand j'étais étudiant pour m'offrir cette espèce de liberté, alors qu'aujourd'hui je connais pas une personne qui travaillant à Paris soit pas dans un mood de se dire allez dans 3-5 ans je bouge. Regarde toi, tu es bougé à Orléans. Et non mais c'est pas innocent. From Levallois-Perret to Orléans. Et donc c'est aussi un mouvement, je pense, qui doit être aussi porté par les chefs d'entreprise, de se dire allez, je bouge ailleurs. Hier, je voyais sur LinkedIn Oscar Lustin, qui était un camarade de promo, qui a créé son business de résidence pour seniors, qui a bougé sa boîte à Pessac près de Bordeaux. On n'est pas obligé de créer des boîtes à Paris, et c'est aussi cette espèce de macrocéphalie parisienne qui peut être combattue par les décisions de chefs d'entreprise de fermer des bureaux à Paris et de venir en ouvrir ailleurs. Et donc nous, on avait un bureau à Marseille depuis 2019, qu'on bouge avec cette année, et je suis très content de faire partie de ces entreprises qui permettent aussi à leurs salariés de ne pas subir ce côté parisien et cette vie où on vit dans des studios pourris et dans des conditions météo pas dingues, et où en fait le coût de la vie est très élevé. Alors, donc en parlant de finances personnelles, je note le terme quand même macrocéphalie, c'est joli. Ouais. Macrocéphalie parisienne. Macrocéphalie parisienne, c'est superbe. Je vais le reprendre, je vais le mettre dans mon vocabulaire. Et puis là où aussi tu as raison, c'est que aujourd'hui, les technologies, alors c'est un des effets du confinement aussi, on le voit, mais les technologies permettent le travail à distance, permettent de travailler avec des équipes qui sont... enfin, ça, elles le permettaient avant. Mais je pense qu'il y a une vraie prise de conscience, peut-être due au coronavirus et au confinement, qui est que, en tout cas dans certains business, c'est pas parce qu'on est voire confiné ou à distance qu'on s'arrête, voire au contraire. C'est-à-dire que je le vois moi dans ma vie au jour le jour. Je suis hyper productif dans ces périodes de confinement, mais c'est impressionnant. Ouais, complètement. Là, moi, je fais des journées où je peux être jusqu'à 23 heures devant mon ordinateur. J'ai cuté le temps de transport. Tu vois, quand tu es à Paris et que tu dois aller au bureau, tu pars, il va être 7h30, 8h, il fait nuit, il va faire jour dans ta journée de travail.
tu finis ta journée à 18-19h, il finit depuis 1 heure ou deux, et du coup, bah, tu vis dans la nuit, et sinon, la journée, tu travailles. C'est horrible. Je trouve ça, je trouve que c'est insupportable. Alors que du coup, bah, en bougeant ailleurs et en évitant, et en cutant tout ce côté métro, boulot, dodo, parce qu'en région, les transports, bah, en général, on fait beaucoup moins de transports, on peut aller en vélo, en voiture, etc. Ça va beaucoup plus vite, et les villes sont plus petites aussi. Plus humaines, et quand d'ailleurs je dis aux prépa, regardez ces écoles à taille humaine qui sont pas des gros mastodontes mais qui peuvent vous permettre d'avoir une qualité de vie incroyable, une qualité d'études incroyable parce que vos profs vont être proches de vous, etc. C'est aussi quelque chose que j'avais envie de chercher dans mon quotidien, c'est-à-dire de pas être dans une ville complètement anonyme, où les gens te disent pas bonjour, etc. Et là, voilà, je fais mes courses à pied, je dis bonjour à tout le monde, on me répond 3 fois sur 4 et je suis très content. Et en plus on te répond, c'est ça le pire. Exactement. Et même, enfin voilà, c'est quelque chose que je tenais à chercher. Et il tient aussi, à mon avis, c'est vraiment une vraie mission des chefs d'entreprise aussi de dynamiser ces régions-là, sans faire la course aux subventions, ce qui est souvent le cas d'ailleurs quand on va chercher des implantations. Non, on n'a pas besoin de subventions. L'équation économique en plus est top. Les salaires sont moins élevés, les salariés sont tellement plus fidèles, ce qui fait que bah autant donner des hausses de salaire à ces salariés-là et justement avoir aussi profité de leur courbe d'apprentissage exponentielle plutôt que d'être à Paris où tu sais que tu vas te churner, quand tu vas avoir des départs très très fréquents et parce qu'on est habitué à sauter d'une entreprise à l'autre. Et moi, mon business, j'ai vu un côté très familial, et ce qui est top aujourd'hui, c'est que il y a très peu de personnes qui sont parties de chez nous de leur propre chef. Voilà, on a toujours, soit parfois on voit qu'effectivement les personnes sont pas forcément les plus adaptées à notre business, mais pour tous ceux qui sont adaptés à notre business et qui bossent chez nous, personne n'est parti. Et on a même des recrutements qui se font en par cooptation. Donc ça c'est top. Et aussi pour les Parisiens. Pour les Parisiens, aujourd'hui, je dis aux chefs d'entreprise, si vous avez un business et que vous pouvez télétravailler, et nous, le télétravail était déjà illimité avant le confinement. Donc, le confinement, ça nous a strictement rien changé. On a juste créé un serveur Discord pour le tout, mais c'est tout. Mais ouvrez des antennes, ouvrez des bureaux ailleurs qu'à Paris. C'est d'ailleurs le mantra de Mathieu Stéphanie qui a des bureaux à Bordeaux, et qui en fait d'ailleurs son plus gros bureau. C'est de se dire que il y a des villes avec des qualités de vie exceptionnelles, que les salariés peuvent aussi chercher cette qualité de vie exceptionnelle, que pour faire grandir une famille, il est bien plus agréable d'être dans une maison avec jardin, dans une ville de province, que ce soit à Lille, à Strasbourg, à Rennes, à Bordeaux ou à Marseille. C'est bien plus agréable de faire ça ou à Orléans, effectivement. On trouve de l'espace et on trouve une qualité de vie qui est forte. Et c'est aux chefs d'entreprise aussi de permettre de faire l'essor de ces villes-là, quoi. Alors, t'as dit un truc, et moi je suis un vieux schnock, mais explique-moi Discord. Discord, c'est un serveur vocal qui de base était utilisé par les gamers pour communiquer dans des jeux en réseau, et qui est devenu très mainstream. C'est-à-dire qu'on a créé par exemple un Discord Major Prépa il y a 1 an et quelques, qu'aujourd'hui on a systématiquement des centaines de connectés dessus, et tu as des salons écrits, donc où tu échanges par du texte, et des salons vocaux où tu te connectes dans n'importe quel salon et tu peux soit faire des parties en réseau avec d'autres personnes, soit débattre, discuter, etc. C'est une espèce de nouvelle forme de réseau social qui est très adapté, qui est issu du monde du gaming et qui est devenu très mainstream. Là, par exemple, pendant le premier confinement, énormément de prépas avaient ouvert leur propre Discord. Il y avait quelques écoles aussi qui avaient créé des Discord. Tu peux d'ailleurs t'amuser à créer un Discord là pour le second confinement, ça va être très marrant avec tes étudiants. Et c'est top parce que tu as ce côté effectivement échange, et tu as aussi ce côté jeu détente qui est automatiquement intégré à la plateforme. Donc, si tu veux faire des parties de Mario Kart, je te dis ça, mais mes filles sont sur Discord, hein, donc je vois. Et ouais, c'est ça. Mais ce qui est intéressant, c'est c'est justement que Discord est sorti du gaming pur. Comme Twitch d'ailleurs. Oui, comme Twitch. Ouais, complètement. Donc ça veut dire que c'est pour moi et pour d'autres, c'est un média qu'il faut regarder de près. Vous avez vraiment une audience dessus et elle est pérenne. Elle est hyper engagée. C'est le cœur de la communauté Major Prépa et sur Discord aujourd'hui. D'accord, ok, bah c'est bon à savoir, tu vois. Ok. Alors, parlons EdTech, parce qu'il y a les FinTech, il y a tout ce que tu veux tech, et il y a les EdTech comme les Education Tech. Et il se trouve que tu l'évoquais, tu bosses quand même pas mal, et tu produis une newsletter aujourd'hui sur les EdTech, alors que je dévore à chaque fois, parce que c'est des sujets qui, moi, me passionnent. Je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire là-dedans, de manière générale. Est-ce que tu peux... Alors, je vais faire comme si tu étais the expert absolu, mais si aujourd'hui tu avais à décrire ce que sont les EdTech, ou c'est quoi ce marché des EdTech ?
C'est un marché multiforme. Rémi Chal, je t'inviterai un jour et on fera la même préparation. Et je pense qu'il sera bien meilleur que moi pour définir ce marché-là. Non, en fait, les tech c'est le marché de toutes les technologies liées de près ou de loin à l'éducation. Et donc, ça recoupe un champ très large, parce que l'éducation n'a pas de définition propre. Par exemple, quand tu es en salle de classe, effectivement, tu apprends. La démarche est très claire. Par exemple, à côté, si on prend le contre-pied et qu'on dit tu regardes une émission comme Capital sur M6, qui va faire le débrief et le décryptage du marché des tongs en faisant des reportages chez Havaiana, chez Quicksilver, etc. Est-ce que tu apprends? Pour moi, oui. Et donc, en fait, ce marché des EdTech, c'est toutes ces technologies et tous ces processus d'apprentissage qui vont utiliser des moyens technologiques de diffusion, parce que c'est la base d'utiliser un ordinateur, une tablette. C'était un peu la première vague des MOOC où on faisait des cours et qu'on diffusait à travers Internet, à travers des ordinateurs, jusqu'à aujourd'hui des développements très poussés autour de l'intelligence artificielle, autour de l'algorithmique, autour des data, pour te permettre d'apprendre de manière très personnalisée. Et donc, toute cette vague de technologie de l'éducation est très multiforme parce que tu as commencé très tôt par du K5, c'est le marché vraiment des étudiants à l'école maternelle qui vont peut-être avoir une tablette pour jouer, c'est Adibou grosso modo, jusqu'au marché de la formation. C'est une norme américaine, t'as K5, exactement, K12, ouais, c'est ça. K12 c'est avant le supérieur du coup, et du coup oui effectivement c'est un marché qui est immense, qui est multiforme, qui est très éclaté, qui est sous-financé. Et qui aujourd'hui, en combinant mon point de vue entre guillemets de passionné de finance et des technologies d'éducation, est très fortement surcapitalisé par rapport à la taille et l'enjeu sociétal que ça représente. C'est quoi les boîtes à regarder dans ce marché? Il faut regarder la revue tech. Non, je rigole. non mais je mettrai le lien pour bien, subscribe to the newsletter. Exactement, abonnez-vous. Non, plus sérieusement, tu as des boîtes. Alors, les étudiants connaissent forcément Kahoot, qui est utilisé par de très nombreuses écoles et de très nombreuses institutions, ou Clap, son concurrent belge. On a ça, on a des boîtes très connues, on a Coursera, qui s'est développé sur l'essor du MOOC et qui revit une espèce de seconde jeunesse avec l'essor avec son offre pour les campus fermés. On a une tonne de boîtes, on a Udacity qui est vraiment pied l'orientation programmation tech, on a Codecademy qui est dans le jeu ludique, on a quelles sont les tech à citer, on a Open Classroom justement, on peut parler de champion français, on a 360 Learning, on a plein de boîtes. Exactement, Udemy incroyable. À Udemy, je pense que j'ai appris plus sur Udemy qu'en 3 ans d'école. Oh merde. Bon, je devrais pas le dire, mais c'est pas grave, je l'ai dit. Mais Udemy incroyable, c'est n'importe qui peut créer son cours et n'importe qui peut s'abonner à un cours d'une personne. Et donc comme forcément les business schools n'étaient pas il y a 5 ans, d'ailleurs il y a eu des énormes efforts à ce niveau-là, mais il y a 5 ans quand on parlait de SEO, de choses comme ça, il y avait vraiment rien dans les écoles de commerce. Aujourd'hui, je crois que ça change un petit peu quand même. Mais Udemy m'a appris tout le business. Enfin, c'est les incroyable. écoles sont souvent sur un temps long et le temps que une nouvelle approche, une nouvelle technologie arrive dans la salle de cours, il peut se passer un petit moment. Et très souvent, elle était déjà sur Udemy. Du coup, donc effectivement, pour aussi de la veille sur les technologies, ça peut être super intéressant. Et puis en plus de ça, tu as entre guillemets, des méta-plateformes qui existent où en fait tu peux finalement créer ta propre école quasiment. Exactement. Thinkific, Teachable, c'est incroyable. Teachable, toi tu recommanderais? Thinkific, c'est son concurrent, et qui en plus est plus facile d'usage. Mais demain tu veux créer la Pierre Barreau School of Podcast, tu le fais. Mais oui, carrément. Avec cette plateforme-là. L'école a été, il y a un visuel qui a pas mal tourné ces derniers jours, qui s'appelle le Unbundling Harvard de CB Insights, où justement on décortique toutes les fonctions de l'université. Et bien là, tu me files le lien de ça. On le mettra en description pour ceux qui sont intéressés, mais c'est vraiment de se dire que il est très simple de se dire que chaque composante d'une grande école peut se créer de manière digitale et que du coup, tout comme il y a eu cette grande vague de plateformes de marketplace qui s'amusaient à faire de l'unbundling de Craigslist, qui est ce site de Craig où il y avait des annonces sur tout, et bien Airbnb a pris la verticale immobilier, Engie Software qui est connu en France à travers la marque Travaux.com, mais qui est en mastodonte au niveau mondial, a pris la verticale des travaux pour la maison. On a des plateformes pour tout, et du coup on a un essor des tech qui justement unbundle l'offre universitaire et la propose à des prix
bien plus accessible, et où du coup chacun va toucher que ce qu'il veut. Et donc, Ça te donne donc pas envie c'est pas d'y sans aller, toi, poser sur. sur une approche comme ça, ou de créer une plateforme de cours, une école? Ouais, bah pour le coup, pas forcément, parce que en fait, je crois que je souffre un peu du syndrome. Enfin, en fait, ma passion, c'est vraiment le média et le fait de toucher des grandes audiences et d'avoir du contenu qui puisse être pertinent et qui puisse faire changer entre guillemets des vies. Ça, c'est et c'est d'ailleurs ce qui nous rend très heureux quand sur des vidéos YouTube, il y a des gens qui me disent la prépa au début, je pensais que c'était pas pour moi, puis ta vidéo m'a donné envie d'en faire, et puis aujourd'hui, je suis en prépa, etc. Ça, c'est plus ce qui me Ouais, passionne. Après, tu diras. t'as réussi à changer la vie des gens. Bah, indirectement. Bon, alors même de manière très très claire, quand tu communiques pour une école de meilleure manière que l'autre qui te squeeze, et bah peut-être que des gens vont finir par intégrer cette école-là au lieu d'intégrer une autre école. Et comme tu le sais, 40% des étudiants d'une école finissent par se marier avec avec une personne d'une autre école. Bah, je pense très probablement que Major Prépa a changé des centaines voire des milliers de vies par Il y a l'impact même qu'il des peut bébés avoir. major prépa, si ça se trouve. Ça se trouve, il y en aura. Hein. Alors, tu rigoleras, mais sur le Discord, on a déjà eu deux personnes qui se sont mis en couple avec ce support-là, indirectement. Donc non, on peut créer des Il faut vocations. vraiment que je me mette sur Discord, alors. Ah, tu devrais. Hein. C'est ma Mais femme non, qui du coup, rigolait, ça va pas être ouais, possible. ça c'est pas ouf. Mais, mais non, du coup, tu peux vraiment changer des vies, et ça, c'est incroyable. Après, tu diras, à l'échelle d'une école, tu changes encore plus les choses. Donc, effectivement, quand tu crées ce genre de choses, ça peut aller plus loin. Donc voilà, après, oui, créer une école, ça c'est peut-être le truc que je ferais, je sais pas, dans 20 ans, pas maintenant. Ouais, Il c'est y un a truc tellement de plus vieux, de t'as choses raison. intéressantes. Non, peut-être pas. Non, mais ce que je trouve, en fait, c'est que, aujourd'hui, créer une école, pourquoi? T'as des grandes écoles qui font très bien leur taf, qui réussissent à combiner la mission de former des jeunes, de leur ouvrir leur esprit, etc. Peut-être que oui, il y a des choses à faire sur la technique, sur l'entrepreneur, etc. C'est sûr. Je suis pas sûr que le format école soit le plus sympathique à créer. Alors c'est le plus rentable. D'ailleurs, on voit que il y a un essor dans le mouvement de création des écoles parce que c'est un business qui est très rentable. Faut être très honnête. Quand on est dans le privé, qu'on n'a pas de recherche à financer, qu'on n'a pas de coûts de Ouais, structure c'est ça. colossaux, les écoles privées sont des boîtes ultra rentables. Parce que Et moi, de ce aujourd'hui, que j'en connais, c'est pas un très bon business dans lequel investir, hein. Dans les grandes écoles où tu as toute la ouais. partie Les recherche, grandes etc. écoles privées, non. Les écoles privées qui n'ont pas supporté de recherche, Ouais. d'accréditation, etc. C'est un business qui est dinguissime. Et si demain, mon unique objectif, c'était de faire un maximum d'argent pour l'investir dans la tech, j'ouvrirais une école et j'arrêterais tout ce que je fais là. Mais c'est un business enfin, qui est ce qui est. Mais moi, je suis bien plus intéressé par justement tous ces business autour de plateformes, etc. Ouais, puis c'est et pas de se très dire océan bleu, justement. Donc, en oui, ce voilà, moment. des écoles, il y en a plein. Et il y en a plein qui font bien leur taf. Donc autant bosser en accord avec des grandes écoles, parce que du coup, nous aussi, au fil des années, on a noué des relations assez folles avec énormément de directeurs généraux. Enfin, on parle de Jean-Christophe Hogel qui dirige l'ISC Paris. Bah oui, on va se parler de course à pied, etc. C'est génial. Mm. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est très estimé, et c'est un pur kiff que de se dire qu'au quotidien, on peut côtoyer des gens qui pilotent ces grandes structures-là, plutôt que de se placer en frontal contre ça. Ça n'a aucun intérêt. Et justement, alors, des mentors, on a parlé de Gary, Ouais. finalement, indirectement. Il y a des gens là, dans toutes ces années qui t'ont profondément marqué. Alors, il y a des grandes sources d'inspiration. Il y a des types comme Rich Barton, que personne ne connaît. Non. Rich Barton, c'est un type qui est juste incroyable, que vous connaissez forcément ses trois créations. Il a créé Expedia au sein de Microsoft. Ok. Il a créé ça. Il a ensuite créé Glassdoor, qui est ce grand site carrière. Ouais. Puis il a fini par créer Zillow, qui pèse aujourd'hui 20 millions en bourse et qui est un espèce de broker de maison. C'est-à-dire que sur Zillow, on peut vendre automatiquement sa maison. Zillow la rachète, la retape, la revend. Et comme il n'y a pas de frais de notaire aux États-Unis, ça peut aller très très vite. Et donc ce type a créé 3 plateformes leaders sur le marché. Expedia sur le voyage, Glassdoor sur le côté carrière-emploi, et Zillow sur le côté immobilier. Et du coup, c'est par énormément de lecture, parce que je dévore des bouquins à vitesse grand V, que ce genre de personnes-là, parce que quand on parle de ces personnes-là, je pense aussi à Bob Iger qui a sorti un livre vraiment top, parce qu'il est parti de Disney, donc c'était le CEO de Disney.
au cours des 20-30 dernières années, qui est reconnu par tous comme étant un excellent leader. Il y a Marc Benioff, Salesforce, qui a grandi par croissance externe, mais qui est incroyable. Et la lecture, quand on n'a pas vraiment de mentor à proprement parler, c'est quelque chose qui est top. Et sinon, après, oui, ces dernières années, je me suis rapproché de Gilles Chetla, qui est un entrepreneur que peu connaissent et qui pourtant fait l'une des plus belles exits, l'une des plus belles reventes de l'écosystème français. Il avait revendu Stickhead TV à Comcast pour une centaine de millions de dollars il y a quelques années. Et à l'occasion d'une interview que j'ai faite pour l'EC Clermont à l'époque, et bien au début je devais remplacer mon vidéaste qui était en finale de Pékin Express à l'époque, il n'avait pas pu revenir à temps, et donc j'ai fait toute l'interview à sa place, et il s'avère que c'était une énorme rencontre, et que depuis on échange très fréquemment sur des sujets, et qu'il se pourrait qu'on ait des projets en commun qui seront publics dans les prochaines semaines, sachant qu'effectivement la difficulté des projets de tech, c'est souvent un cycle de vente très long quand on s'adresse notamment aux grandes écoles. Et ça, c'est une vraie problématique. C'est que entre le moment où on prend le contact et on commence à travailler, le moment où on peut closer la chose, il peut se passer des dizaines de mois. Ce qui, dans une économie qui évolue aussi vite que la nôtre, peut parfois être problématique. Donc ça, c'est un des vrais sujets d'ailleurs auxquels il faut confronter toute la tech. Alors, Mehdi, je le savais déjà que ça allait être passionnant d'échanger avec toi, et ça se confirme. Je vous recommande chaudement de vous inscrire à la newsletter sur les tech, dont on mettra le lien en description. Et avant de passer au questionnaire à la pivot, est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû te poser, ou en tout cas que tu aurais aimé que je te pose? Pas du tout. T'es très complet. Tu es un très bon colleur, Pierre. Ouais, c'est pas mal. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. En même temps, j'apprends en marchant, mais je trouve l'exercice intéressant. Et tu vois, il faudra que je réécoute cet épisode, même après l'avoir monté. Il faudra que je le réécoute parce qu'il y a plein de choses à y prendre. T'arrives à te réécouter? Moi, j'y arrive pas. Non, c'est dur. Je déteste ma voix en plus, donc c'est une horreur. Mais j'écouterai que ta bande son en fait, donc voilà. Avec les aboiements. Avec les aboiements, la mobilette qui passe, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Alors, Mehdi, dis-moi, quel est ton mot préféré? Je dirais que c'était un mot que je détestais auparavant. C'est le mot disruption. C'est un mot que je n'aimais pas forcément parce qu'il était un petit peu employé à tort et à travers par les médias, par des entrepreneurs aussi qui prétendaient disrupter ce qui n'était pas du tout le cas. Et je me suis mis à l'adorer au fur et à mesure que j'ai énormément lu sur une tonne de domaines, notamment le domaine du voyage, on parlait de Rich Barton, Expedia, Booking, etc. Mais c'est vrai que j'ai fait mon mémoire sur les plateformes d'intermédiation, et que je suis tombé fan de ce mot-là parce que c'est une composante majeure de l'économie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout est disruptable. Et il y a très peu de moments où, je sais pas, quand j'analyse des business cotés en bourse ou autre, où ce mot-là, ce concept-là, plus que ce mot, concept-là n'est pas présent. Et c'est un concept qui est top parce que, en fait, la disruption, c'est la création du monde de demain. Et c'est une création où n'importe qui, d'ailleurs, on disait que tu peux créer ta Pierre Barros School of Podcast, mais ça pourrait être une School of Media ou toute autre chose. Et c'est un univers où n'importe qui a le pouvoir peut s'accaparer un pouvoir. Rich Barton, il avait un motto qui était super intéressant entre Expedia, Zillow et Glassdoor, c'est Power to the people, le pouvoir au peuple, aux gens. Et ça c'est top. Il y a une phrase de je sais plus qui dit le futur, ce n'est pas ce qui va nous arriver, mais c'est ce que nous allons faire. Exactement. Très beau proverbe. On est en plein dedans. Je sais plus qui c'est, mais voilà, il faudra que je retrouve. Le mot que tu détestes. Avant c'était disruption du coup. Ouais. Le mot que je déteste, je pense que c'est le mot limite. Je déteste ce mot-là. C'est-à-dire que effectivement, on a tous chacun nos limites, et moi-même souvent j'en suis pas forcément très conscient, mais ce mot limite il est terrible parce qu'il empêche ta pensée d'aller aussi loin que faire se peut. Et non, j'aime pas le mot limite. J'aime bien cette idée, effectivement. Puis l'idée, tu sais, c'est un truc que je dis à mes étudiants, c'est la notion d'incompétence apprise. C'est-à-dire que cette petite voix qui dit trop souvent non, mais essaye même pas, c'est pas pour toi, etc. Voilà. Voilà. Et alors, il se trouve que t'es encore un peu jeune, mais t'es suffisamment vieux pour
connaître tes limites, mais suffisamment jeune pour aller les dépasser. Et voilà. Exactement. Et aussi se dire que ça fait 5 ans que j'ai cette boîte, et je me dis que dans 5 ans, on est passé de 2 euros très précisément, c'était le coût du nom de domaine et du serveur le premier mois pour Major Prépa, à aller aujourd'hui on va pas être loin du 2 millions de chiffre d'affaires. Voilà, j'ai envie que dans 5-10 ans, on soit une entité qui a un impact colossal, et ça passe effectivement par le fait de pouvoir, je sais pas, dans 5 ans j'aimerais avoir, je sais pas, 1000 salariés avec Aix-en-Provence, je sais rien. On écoutera ça en 2025, on se moquera moi. Ok. Je fais pas de la grande, mais voilà, je pense qu'il y a des, en parlant de secteurs qui ont des limites et qu'il faut discuter, quand on parle de finances personnelles, c'est un secteur qui en France c'est incroyable, il n'y a rien. Et donc, et comme beaucoup de business se reposent sur l'acquisition et que nous on a le média pour faire l'acquisition, justement on se fixe pas de limite, et on peut aller très très fort, on va tenter des trucs, on va en rater une tonne probablement, mais j'espère qu'on réussira, quoi. Et c'est pas con du tout ça, parce que en fait ton audience maintenant elle est en école, puis elle va sortir d'école, et donc tu vas te retrouver avec une audience qui a une vraie capacité de pouvoir d'achat, et au-delà de ça d'investissement et de finances personnelles. Et malin le Mehdi. Le son ou le bruit que tu aimes? Alors je vais être très cliché, en fait je suis un grand fan de l'Eurovision. C'est un truc L'Eurovision? tout le monde se moque de moi, mais c'est un moyen incroyable de découvrir des artistes européens. Alors je suis pro-européen, j'adore l'Europe. Et je trouve qu'on a... allez, c'est mon moment réact. Ouais, ça fait un petit peu anti-américain, anti-influence de la pop culture, etc. Mais en Europe, on a des talents, on a des artistes qui font des choses juste incroyables, avec une diversité des genres qui n'est pas mise en avant sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube, etc. Mais pour peu qu'on creuse, on peut trouver des choses top. Et en fait, l'Eurovision, c'est pas forcément le chant, ça j'aime bien, mais c'est cette capacité de mettre en lumière de jeunes artistes et des musiques qui sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude d'écouter de manière mainstream. Et l'Eurovision, non, ce n'est pas ABBA, ce n'est pas ces rythmes ou ces trucs ridicules que l'on voit dans le quotidien, parce que effectivement, c'est déjà pas mal, voilà, les émissions aiment bien caricaturer, faire de l'audience en montrant ce qui est un peu ridicule. Mais c'est un vrai concours où, en France, effectivement, c'est cette image très ringarde, avec le présentateur qu'on choisit forcément, mais dans de très nombreux pays, c'est ce qui met les tendances, et c'est un truc qui est vraiment top, quoi. Notamment en Suède. Dans la description du podcast, je mettrai un lien vers une vidéo YouTube du générique de l'Eurovision. Voilà. Allez. c'est promis, je le ferai. Le son ou le bruit que tu détestes? Allez, je vais pas me faire des amis. Non, il y a un truc que j'aime pas vraiment. En fait, c'est le seul genre musical que j'aime pas beaucoup. Allez, à l'exception d'un artiste, je vais me faire des amis, c'est le rap. Je déteste ça. Le rap? C'est anti-générationnel, ça, pourtant. Mais c'est pour ça qu'on va me juger comme étant un vieux que le mec qui fait Horizon des le rap, ce mec a 80 piges. Pour peu qu'il se couche avant midi et qu'il se lève et quel vieux, quel boomer ce mec. Non, en fait, il y a juste un artiste de rap que j'aime beaucoup, c'est Orelsan, mais sinon le reste, j'ai vraiment du mal à être sensible à ça. Par contre, en revanche, j'adore le slam. Donc, des types comme Encore Malade, etc., j'adore. Mais le rap, non, 40 ans vraiment. Moi qui vis avec des étudiants toute l'année, je peux te dire que j'en ai marre du rap. Mais bon, ça c'est un autre débat. Les vieux parlent dans leur podcast. C'est pas bien le rap. Exactement, c'est le podcast. C'est les deux papiers du Papecho. Ton juron, gros mot ou blasphème favori? Oh là là. J'essaie d'en dire le moins possible, mais j'en sors rage 24. Non, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que ça devient un mot de liaison pour moi. C'est ce mot putain. C'est un truc qui, quand je parle, je crois que j'ai pas dit depuis le début du podcast, mais quand je réfléchis, etc., même quand je réalise un truc, je vais faire putain, mais c'est une bonne idée. Et toujours ce truc qui vient. C'est une ponctuation. Exactement. c'est comme certaines personnes disent moi c'est temps. Et c'est toujours je le mange. C'est P''T''A''N, tu vois. Mais, d'accord. Alors, la citation que tu aurais aimé prononcer. Allez, c'est celle de Gene Kranz qui dit failure is not an option. Donc, l'échec n'est pas une possibilité, n'est pas une option. C'est ce fait de dire en réfléchissant que tu peux avoir un plan A, tu peux avoir un plan B pour faire en sorte que le résultat soit le même que le plan A, mais il n'y a pas de plan C ou de plan B. Il faut faire en sorte que le plan A marche. Et donc ça, vraiment, l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Ok.
J'aime bien cette idée. Puis cette idée de résilience et de l'imprévisible de toute façon arrive, mais si on a les réserves et la résilience qu'il faut, eh ben normalement, d'un point de vue stratégique, on arrive à survivre. Exactement. Ou alors ton échec, tu passes très vite à côté, et pour que le mot failure soit peut-être prononcé qu'une fois, mais pas vite aller sur autre chose, quoi. Donc c'est toujours dans cette logique-là aussi. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu après ta mort, on te souhaite très 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 lointaine, qu'aimerais-tu l'entendre te dire? Ah, très bonne question. Alors si Dieu existe, j'aimerais qu'il nous dise Normalement, quoi. ça c'est une question de vieux. Ah, T'es de fou. vraiment jeune pour répondre à ça. Ah bah ouais. Ah, surtout que la mort, c'est un truc qui fait pas vraiment peur. Qu'est-ce que je dirais? Bah, j'aimerais bien qu'ils disent que j'ai fait le meilleur de ce que je pouvais faire. Tu vois. Voilà. T'as fait ce que tu pouvais, mon gars. C'est très bien. C'est ce qu'on dit en général à des gens qui n'ont pas fait grand-chose, mais voilà, t'as fait ce que tu pouvais faire. Ouais, ben, je pense que tous ceux qui t'auront écouté pendant ce podcast se diront que tu as déjà accompli énormément de choses, que tu as tout ce qu'il faut pour avoir un chemin fabuleux devant toi. Et c'est tout ce que je te souhaite aujourd'hui. En plus de ça, au soleil d'Aix-en-Provence, voilà, c'est encore mieux. Exactement. Mehdi, je te remercie beaucoup du temps qu'on a passé ensemble. Super intéressant. Bah, merci à toi, Pierre, d'avoir pensé à moi aussi. Ouais, et ben tu vois, c'était tout naturel parce que je cherche dans le cadre de ce podcast justement des gens inspirants, des gens qui ont des parcours et enfin voilà, je vais pas te cirer les pompes, mais t'en as fait plus sur les 5 dernières années que certains dans toute leur vie. Et voilà, il y a juste des trucs à y apprendre et sur plein de sujets. Donc voilà, c'est un podcast qui mérite d'être écouté, ça j'en suis certain. Complètement. Voilà. Donc abonnez-vous à la colle et mettez 5 étoiles. Abonnez-vous à la colle. Déjà, puis tu vois, je me disais la colle c'est la prépa, Ouais, la prépa c'est Mehdi. Donc voilà, le raccourci était tout trouvé. Exactement. Un très sincère merci Mehdi et ah si, une question, zut. Où est-ce qu'on peut te contacter? Contactez-moi sur LinkedIn. Je suis assez ouvert, je réponds à un maximum de messages privés, même si pendant des périodes de rush, il peut se passer que je ne réponds pas pendant 1 ou 2 semaines. Mais en général, je réponds vraiment à tout le monde. Voilà, LinkedIn, je suis pas trop fan de... Si, Twitter aussi. Twitter, N. Cornier, je suis très Twitter. Mais après, par contre, Insta, Facebook, pas trop. Ok, Twitter, voilà. LinkedIn, vous pouvez retrouver Mehdi en ligne. Un grand merci et puis on se dit à très bientôt. Yes, merci à toi Pierre, à très vite. Bravo, vous avez tenu jusque-là. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager avec tous vos amis. Point important, abonnez-vous à La Colle sur votre plateforme de podcast préférée pour obtenir dès leur sortie les nouveaux épisodes. Mais aussi et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, les trucs à améliorer et, je l'espère, vos encouragements. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de La Colle.